Le réveil de l'info, C'est Atlantique Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec aujourd'hui Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory. Et alors on devait être avec Saïd Tahiri, notre expert touriste, parce qu'on avait un gros sujet sur le tourisme. Et il est malade. On va essayer de l'appeler peut-être au téléphone s'il peut être au téléphone, je ne sais pas. On va gérer ça. Bonjour Aïda. Bonjour Franck. Merci, on va prendre le temps de se connaître là pendant 1h15. On a un super sujet tout à l'heure qui concerne le mindset gagnant. C'est vrai que hier, en travaillant sur le sujet, ça rejoignait un peu, si vous êtes des auditeurs habitués des décodières, hier on en a parlé avec Hicham Hamadi et Ismaël Bergache. On se dit que maintenant dans plein de domaines, quand le Maroc joue pour gagner. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ça concerne le football et on a tous suivi cette CAN, on va la suivre dimanche. Mais peut-être que c'est ça le nouveau mindset. On en parlera tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Bon, la CAN, vous la regardez ? Fantastique, Ouais. oui, bien sûr. Comme tout le monde. Ouais. Et ce qui était intéressant au niveau du leadership et au niveau du management de cette équipe, on l'a bien vu lors du dernier match, c'est que j'ai l'impression que tout avait été pensé, c'est-à-dire que tous les problèmes avaient été... On avait essayé de trouver des solutions avant même le début du match. On savait qu'avec le Nigeria, il y avait un problème avec les deux attaquants et qu'il fallait absolument faire en sorte qu'ils ne progressent pas. On savait qu'il y avait un problème aussi, ils ont une très très bonne défense, etc. Il y a des stratégies de jeu qui ont été mises en place. Exactement. Et voilà. Est-ce que c'est la même chose dans une entreprise ? Mais complètement, Ouais. c'est une approche stratégique qui consiste à anticiper tous les types de problèmes, que ce soit par rapport au contexte, aux parties prenantes, au marché. Et donc, bien entendu, c'est le propre même du management et du leadership d'anticiper ces problèmes. Parce que attendre qu'ils surviennent pour y réfléchir, c'est quand même un peu les subir. Mais avant de les préparer et de trouver des solutions, même si on est dans l'anticipation, il faut penser à tous les problèmes qui risquent d'arriver. Oui, bien C'est-à-dire, entendu. il faut les lister. Il faut les lister, Et il faut les ça veut dire envisager. quoi ? Ça veut dire que c'est toujours les mêmes problèmes ? Non, ça veut dire qu'il faut avoir une vision prospective. Ouais. Il faut Alors c'est vraiment... quoi une vision prospective ? Allez, on est rentré dans le sujet là, puisque Saïd n'est pas là et qu'on ne parlera pas beaucoup de tourisme aujourd'hui. Bien sûr. Une vision prospective, c'est la capacité de faire un coup d'accélérateur vers le futur et de se dire, OK, voilà ma feuille de route, quels sont les événements qui risquent et qui peuvent survenir. Ça fait partie du management des risques. Ouais, moi j'adore les prospectivistes, Oui. c'est une des disciplines de ce qu'on appelle l'intelligence économique. Et puis c'est fascinant parce que souvent on est dedans, quoi. On tombe en plein dans le mille. Ouais. Mais est-ce qu'on arrive à être suffisamment détaché de la réalité quand on fait de la prospective, c'est-à-dire de l'instant T ? Et est-ce qu'on arrive à se projeter dans l'avenir, dans le futur ? Bien sûr, puisque en fait l'exercice consiste à identifier tous les cas de figure envisageables et même ceux qui sont imprévisibles ou peu probables. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on évolue dans un contexte VUCA, donc complètement volatile, incertain, complexe et ambigu, et on ne peut plus se projeter vraiment avec la certitude et la mentalité du business plan sur 5 ans, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'agilité, on parle de capacité d'adaptation, et c'est ça qui fait vraiment la différence dans le leadership et le management actuel. Ouais. Est-ce que les patrons sont à l'écoute de tout ça dans les boîtes où vous allez, vous, pour faire des transformations, pour suivre des transformations ? Oui, c'est une prise de conscience. Je pense que la plupart des patrons ont bien assimilé depuis 2020, depuis la crise Covid, et qui nous a là mis vraiment le nez dans la réalité de l'incertitude. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais qui sont probables. Alors qu'avant, si on venait en parler, c'était des tergiversations et des extrapolations complètement improbables et irréelles. Mais là, tout peut arriver. On est dans un contexte totalement Parce qu'on dit souvent que les dirigeants d'entreprise ont
connaissez l'expression le nez dans le guidon, ils traitent l'existant, ils n'ont pas de temps pour réfléchir. Est-ce que vous le ressentez auprès des équipes ou est-ce Non, que non, je pense que on a dépassé ce stade-là? je pense qu'il y a toujours deux vitesses dans une entreprise. Il faut avoir le nez dans le guidon, il faut avoir la main sur les affaires courantes, mais il faut aussi avoir un regard qui va au-delà du guidon, bien au-delà, et qui puisse dire dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, qu'est-ce qui se passe, comment je fais, et voilà, mettre tous les cas de figure sur la table et pouvoir avancer. C'est très complexe, c'est de la gymnastique mentale, managériale, mais je pense qu'on peut plus se permettre d'avoir le nez dans le guidon, autrement on rentre dans le mur. Est-ce que vous allez utiliser cette énergie de la CAN, l'énergie qu'on a connue fin 2025 et début 2026, parce qu'on la sent cette énergie, elle est là pour travailler dans les entreprises? On va espérer qu'elle dure très longtemps. Ouais. On a déjà connu ça en deux, il ne faut pas oublier. Au mondial, bien entendu, on a capitalisé dessus dans les entreprises. C'est fabuleux. Tout le monde, c'est complètement, ça fédère une énergie collective extraordinaire et ça porte des messages managériaux profonds qui ont donné lieu à des team building, à des réflexions, à la réécriture des feuilles de route. Mais voilà, j'espère que ça va durer. Et bien entendu, l'idée, c'est de plus simplement avoir à s'appuyer sur des compétitions de cette envergure pour avoir cette énergie-là, mais avoir la capacité de reproduire ou l'auto-régénérer individuellement et collectivement pour que ça puisse vraiment nous porter sur le moyen et long terme. Hier, encore une fois, je vais citer Hicham Hamadi qui disait, parce qu'il était au stade, il est allé voir 2 matchs et donc il parlait de la qualité évidemment des stades, la qualité de l'accueil, etc. Et il disait une chose incroyable, c'est vrai, c'est que avant, quand on allait voir une grande manifestation, c'était bien, mais on se disait toujours mais c'est mieux dans tel pays, c'est mieux dans tel pays. Bon, ici, on doit encore. Et là, on a ce sentiment que non, ça y est, on est arrivé à ça. On est arrivé à une qualité qu'on pourrait retrouver dans une ville comme Paris, si on allait voir un match de foot au Stade de France ou à Londres, par exemple, voir un match de Chelsea, quoi. C'est incroyable. On a totalement atteint un seuil de basculement et c'est fantastique. Tout le monde s'en réjouit. Maintenant, avec tout mon respect pour les stades de Londres et de Paris, moi je trouve quand même on a vraiment un supplément d'âme et cet esprit-là est porté par chaque individu, par chaque citoyen marocain. On le voit, on l'a vu, un petit peu la ferveur, l'accueil, la chaleur qu'on va pas retrouver ni à Londres ni à Paris. Avec tout le respect. Non, mais on peut le dire. C'est vrai. Ça, c'est une spécificité marocaine. Totalement. Et c'est ce qui, et c'est ce qui émerveille justement nos visiteurs et les touristes. Bon, on va savoir comment vous utilisez tout ça au cœur de l'entreprise, puisque les décodeurs, c'est jusqu'à 9h30. Dans quelques secondes, Karim Droné. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec aujourd'hui Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory. Vous allez bien ? Très bien. Et vous savez, et Saïd Tahiri qui devait être là et qui est malade, il est là au téléphone. Ah, génial. On va l'avoir au téléphone. Mais on va y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a un mindset gagnant. Tout à fait. Aïda. Bonjour Saïd. Bonjour Franck, bonjour Aïda. Je suis désolé pour ne pas avoir été avec vous. Tellement j'avais envie de vous revoir, mais il y a une maladie qui circule et je ne pouvais pas vous contaminer. C'est très gentil de votre part. Restez tranquillement sous la couette. On reparlera de tourisme dans les décodeurs évidemment, mais je voulais vous avoir au téléphone parce que on a quand même connu des chiffres incroyables en 2025. On a frôlé les 20 millions d'arrivées. Moi, je voulais vous poser une question parce que c'est intéressant votre analyse. Quel a été l'impact de la CAN ? Vous le savez, vous commencez à le mesurer ou pas ? Bien sûr, nous avons déjà 2025 est un excellent millésime pour le tourisme marocain. Il faut le souligner, il faut le signaler. Et c'est pas un résultat qui est venu par hasard. Il y a eu un travail de fond qui a été réalisé. Nous y reviendrons. Maintenant, par rapport à la CAN, oui, c'est vrai que la CAN nous a beaucoup aidé. Nous avons pratiquement plus de 1 million à 1,5 million de touristes étrangers qui sont venus au Maroc
qui ont vu la qualité exceptionnelle de l'organisation de nos événements. Nous avons également eu des professionnels. Mercredi, sur le terrain, nous avons vu le président du CETO français, qui est le syndicat des tours opérateurs français. Nous avons également vu le président d'Atout France qui sont venus, qui ont constaté par eux-mêmes la qualité exceptionnelle de l'organisation marocaine, qui ont vu comment le Maroc pouvait organiser de grands événements. Et vous savez que le tourisme d'événements, ce que nous appelons, nous, professionnels de maïs, est un des vecteurs de développement du secteur du tourisme. C'est clair, c'est un levier important. Ça nous permet effectivement de penser à l'avenir, de penser, d'être serein par rapport à nos capacités d'organisation de grands événements internationaux et de la capacité du Maroc de capter de nouvelles niches pour le développement touristique de notre destination. Saïd. Donc la Cannes, oui, ça a donné une excellente image à notre pays, ça a permis de capter de nouvelles arrivées, et ça a permis, au-delà de la Cannes et au-delà du foot et au-delà des villes qui sont organisatrices des événements, d'organiser des circuits dans d'autres destinations. C'est Ouarzazate en a bénéficié, Meknès en a bénéficié, toute cette région de Ifrane. Nous avons vu des influenceurs, des touristes, des personnes qui ont été dans ces villes-là et qui ont montré comment le Maroc est plein d'atouts touristiques et plein de belles villes touristiques, et ça augure d'une année 2026 juste excellente. Bon, alors, on a bien vu, hein, on a frôlé les 20 millions, je dirais, oui. avant le gros de la Cannes, hein. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel qui est à la hauteur de 20 millions, on peut le dépasser. Je sais que vous adorez faire des pronostics, Saïd, donc 2026, on va dépasser ces 20 millions, hein, c'est sûr. Certainement. Nous sommes sur une belle dynamique, il faut le souligner. Comme je disais, le tourisme revient comme un secteur stratégique important, comme un secteur employeur, comme un secteur où les investisseurs sont vraiment intéressés par le Maroc. On le voit, de nouvelles marques internationales s'installent, marquent leurs intérêts. Il y a un travail de fond qui est fait par l'Office national marocain du tourisme, par le ministère, mais également par les professionnels. Nous prenons notre bâton du pèlerin, nous allons voir les compagnies aériennes, nous ouvrons de nouvelles lignes aériennes et maritimes. Tout cela, c'est bon. Tout cela, ça augure d'une bonne année pour le secteur. Ouais. Pour le secteur. Et 2026, nous dépasserons, je crois, de loin. Nous sommes déjà sur une croissance à 2 chiffres, Franck. Oui. Nous avons réalisé. Je suis pas en train de critiquer. Je peux pas critiquer tout ça. C'est pas possible. Aïda, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus Oui, je pense que la dynamique 2025 avait démarré bien avant les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. 2025 a été sur une très très belle dynamique déjà constatée depuis le printemps. Je veux dire, depuis le mois de mai, le mois de juin, on était déjà sur des indicateurs qui portaient la croissance du tourisme. Je pense. Oui, en effet, Aïda, vous avez entièrement raison. Nous pensions effectivement que nous allions atteindre ce chiffre de 20 millions de touristes déjà à la mi 2025, parce que les bases étaient là, parce qu'il y a eu un travail avec les compagnies aériennes, parce qu'il y a eu de nouvelles lignes qui ont été ouvertes, parce que également il y a eu un travail dans les différents salons pour montrer l'excellence de cette destination Maroc. Maintenant, tu veux critiquer, Franck, oui, il y a encore des choses à faire. Tout n'est pas rose. Il y a encore un travail à faire au niveau du rapport qualité-prix. Ouais. Il y a un travail à faire au niveau de
du capital humain, parce que nous n'avons de richesse que ces hommes et ces femmes merveilleux qui travaillent pour cette destination et qui reçoivent les hôtes du Maroc. Oui, Donc, alors c'est la question, Saïd, que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est équipé pour ça, pour recevoir plus de 20 millions de touristes? Alors évidemment, je veux parler des ressources humaines, de la formation, je veux parler évidemment de l'hébergement, hein, des hôtels, de notre capacité en nuitée, par exemple. Est-ce que là, il va falloir penser à un autre plan, à une autre vision? Il y a un taux d'occupation qui est encore inférieur à nos ambitions en tant qu'opérateurs. Nous avons tous envie en tant qu'opérateurs d'avoir 80 à 90% de taux d'occupation. Maintenant, pour pouvoir effectivement gérer ces taux d'occupation, il va falloir travailler sur les ressources humaines, il va travailler davantage sur les ressources humaines. Nous avons constaté ces dernières années de plus en plus d'attractivité du capital humain marocain pour travailler dans ce secteur, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Oui. On allait dans le secteur du tourisme par dépit parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Maintenant, aujourd'hui, on commence à considérer qu'effectivement, c'est un secteur qui est porteur, qui est intéressant, mais il faut aller davantage dans l'excellence du capital humain. Il y a des écoles d'excellence qui ont été mises en place, mais ça, c'est pas suffisant. Il va falloir travailler davantage. Il va falloir également que les professionnels eux-mêmes considèrent la formation comme un vecteur de développement, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Vous construisez un hôtel à 400 millions de dirhams et vous payez les salariés à des salaires qui ne sont pas encore suffisamment attractifs et attrayants. Donc il va falloir penser à tout cela. Mais ça, c'est un mindset. C'est un mindset gagnant que nous avons essayé d'avoir au niveau du secteur du tourisme, sur lequel nous sommes un peu en avance. Il y a une maturité du secteur du tourisme, il faut le dire, des professionnels. Il va falloir faire davantage parce qu'il n'y a, comme je disais tout à l'heure, de richesse que d'hommes et de femmes qui travaillent dans ce secteur et qui nous permettront aujourd'hui de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. 20 millions de touristes, c'est bien. Mais vous savez que plus de la moitié de nos atouts touristiques ne sont pas encore utilisés. Non, il y a un potentiel incroyable. C'est Tahéré, 20 millions de touristes, c'est bien, mais Mazel Maderna Walou. Maderna Walou, bravo. C'est une belle expression qui reprend cette excellence dans laquelle nous sommes dans le monde du football. Vous savez, au début des années 90, à la fin des années 80, nous étions au même niveau des arrivées touristiques qu'un pays comme la Turquie. La Turquie nous a dépassés de loin, nous a plus que doublé. Est-ce que ça veut dire que nous pouvons faire davantage? Oui, nous pouvons faire davantage. Parce que nos 3500 kilomètres de côte, les musées, les atouts touristiques, la culture de notre pays, cette diversité marocaine, cette hospitalité exceptionnelle de notre pays, cette maturité dans laquelle sont les professionnels, nous permettront de doubler ce chiffre. Mais pour cela, il va falloir investir davantage d'abord dans le capital humain. Alors, j'ai une dernière question, Saïd, après je vous laisse. Il n'y a jamais de dernière, il faut toujours être dans l'avant-dernière, n'est-ce pas? C'est sur Agadir. J'ai lu beaucoup partout que Agadir faisait son grand retour dans les tops, dans le top 5. Pourquoi? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des chiffres? Et pourquoi Agadir revient? On en plaisante souvent, mais les Allemands reviennent à Agadir. Par exemple, les Allemands étaient une population très importante à Agadir il y a quelques années. Oui, effectivement, nous avions tout le marché du nord de l'Europe qui était intéressant à Agadir et qui avait fait beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que la qualité de la prestation avait baissé. Nous avions baissé les prix, les professionnels avaient baissé les prix, si bien qu'il n'y avait pas suffisamment de marge. Et donc la qualité du service avait baissé à un certain moment.
et Agadir n'a pas réussi en dehors de la première ligne à faire émerger cette destination. Ce qui a été fait avec la station de Tarazout, les nouveaux investissements, les nouveaux projets qui ont été mis ont donné un nouveau souffle à la vie d'Agadir. Il y a eu, il faut le dire, un travail de rénovation des hôtels. Et ça, c'était très important. Nous en avions besoin parce que ça a permis d'améliorer la qualité de notre prestation dans cette ville-là, notamment dans les deuxièmes lignes et même les troisièmes lignes. Nous avions également tous les villages autour de Agadir qui ont pu effectivement réussir à montrer un produit. Nous avons surtout l'aérien qui s'est développé avec de nouvelles compagnies aériennes et même des anciennes, des compagnies aériennes low cost qui ont ouvert sur la destination de Agadir. Agadir, c'est un peu 4 heures de vol, et donc beaucoup de compagnies aériennes étaient hésitantes à programmer cette destination. Nous les avons convaincus. Il y a eu un travail qui a été fait aussi bien par les professionnels que par que par l'Office national marocain du tourisme. Agadir est plein d'atouts. Agadir, c'est 350 jours de soleil par an. C'est magnifique. Et ces clients, ces hôtes, ces convives qui sont sur les marchés scandinaves, sur le marché allemand notamment, ont besoin de ces choses-là. Mais ils ont besoin de soleil surtout. Également, juste pour compléter mon idée, oui. Au-delà du soleil, ils ont besoin de retrouver ce qu'on leur promet quand ils vont venir en termes de qualité de service. Mais Saïd, et donc, Saïd, est-ce que c'était pas aussi un problème de vision, de stratégie, ce positionnement, on va dire, très tourisme de masse, finalement, c'était pas le Maroc. Il a fait beaucoup de mal à la région d'Agadir. Vous savez, quand vous venez en all inclusive et que vous ne sortez pas de l'hôtel, c'est tout le microcosme du tourisme qui en souffre. C'est les restaurants, c'est les bazars, c'est les commerçants. C'est tout ce monde-là, parce qu'ils ne voient pas justement ces excursions, ils ne voient pas ces touristes-là. Il y a eu effectivement un changement de mindset, et c'est un changement de vision stratégique, et ça a permis effectivement à la ville d'Agadir de décoller. Nous croisons les doigts pour que ça continue, parce qu'à Agadir, il y a encore beaucoup d'atouts, notamment dans le sud de la ville, beaucoup de foncier qui est encore disponible, beaucoup de moyens, et les gens sont très accueillants, parlent plusieurs langues, ils sont dans une logique d'hospitalité qui est juste légendaire, qui est juste exceptionnelle. Oui, bien sûr. Et c'est tant mieux pour le Maroc. Aujourd'hui, Agadir, c'est la deuxième destination touristique après Marrakech. Mais Marrakech, Agadir et Casablanca représentent déjà les 2 tiers. Et Agadir pourra ouvrir le grand sud du Maroc. Parce que quand vous arrivez à Agadir par avion, vous pouvez aller dans le grand sud à travers des excursions et des circuits touristiques. Bien sûr. Et c'est tant mieux il pour est intarissable. Il est intarissable sur le sujet. Même malade, il est intarissable sur le sujet. C'est incroyable. Ah oui, moi je suis un passionné, vous Saïd, le savez très bien. Évidemment. Le tourisme, c'est ma passion. Saïd, merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. Manger des oranges. Merci à vous et Dima Maghreb. On sera là évidemment pour cette finale dimanche, et puis on en reparle bientôt de tourisme dans les décodeurs avec vous. Merci beaucoup Saïd, prompt rétablissement comme on dit. Tout à l'heure on parlait du capital humain dans le tourisme. Vous travaillez oui, dans la formation. Dans la formation. Tout à fait. Ouais. Et l'accompagnement du capital humain. Sur cette partie-là. Alors sur cette partie-là, il a raison quand on est capable de dépenser beaucoup d'argent. On investit dans les infrastructures, voilà. On investit dans le marketing, dans la promotion touristique. Mais attendez, il suffit qu'un valet de chambre, un serveur, une personne, un individu du personnel qui soupire ou qui échange des mots rudes avec son collègue et tout flop. Oui. Et ça, c'est une prise de conscience. Donc, c'est effectivement, il n'y a pas uniquement le travail tel qu'il est accompli dans ce qui doit être fait,
mais il y a des standards à mettre en place. Alors, quand on parle de standards, on pense évidemment aux grosses boîtes qui sont présentes dans le tourisme, Accor, Oui. etc., etc. Bon, là, je suppose que le travail est fait. Oui, De complètement. formation, Oui. parce qu'il y a des standards By internationaux. design, complètement. Voilà, Complètement. exactement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une culture du standard à mettre en place pour justement ouais. les autres qui ne sont pas forcément, qui sont peut-être des groupes familiaux ou des groupes qui ne sont Oui, pas c'est ça. dans les standards internationaux, qui ne sont pas des groupes internationaux tout simplement. Et ça, c'est le travail qui reste à faire. Il y a, en fait, tout se passe dans la posture, dans ce qu'on dégage. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience client, l'expérience touriste, qui fait toute la différence. Donc, on sait accueillir, on sait mettre les moyens, on sait donner une expérience touristique agréable, mais tout se joue à des détails. Et donc, le diable se cache dans les détails. Et ça passe par le capital humain, effectivement, par de l'accompagnement, de la formation, du coaching, du mentorat. Et c'est un travail continu de longue haleine parce qu'on va shifter, on va passer d'une culture transactionnelle à une culture vraiment de l'excellence, une culture de l'accueil, où on est non pas employé de cet établissement, mais on est ambassadeur du Maroc. Exactement, et ça commence à l'hôtesse de l'air, au steward, dans l'avion. Exactement, c'est une chaîne de valeur. Ouais, exactement. Alors quand on parle d'expérience client, de l'autre côté, on doit absolument parler d'expérience collaborateur. Oui. Absolument. C'est tout à fait ça. Puisqu'il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un client, qu'un collaborateur qui porte sa marque, qui porte les valeurs de son employeur, qui adhère et qui est le meilleur outil de représentation. Oui, parce que c'est bien de faire de la communication, mais souvent, on n'en fait pas assez à l'intérieur de l'entreprise. Alors aujourd'hui, la communication externe est désuète. La communication externe part de l'interne. Si elle ne part pas de l'interne, elle n'est plus authentique. Et ça se ressent tout de suite aujourd'hui. Avec le conversationnel que nous proposent les réseaux sociaux, je veux dire, il est très difficile de faire juste du vernis sur la vitrine et que ça puisse passer. Donc, les marques ont besoin d'être authentiques. Et pour être authentique, ça passe par une expérience collaborateur et par un collaborateur qui porte cette identité-là. Ouais, et sur le tourisme, c'est très important parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, mais on véhicule de la culture au Maroc. Les gens viennent au Maroc pour trouver autre chose, effectivement. C'est l'asset numéro 1. Inclusive. Oui. Ouais, exactement. Et cette notion de culture, on doit la trouver à l'hôtel, on doit la trouver dans toutes les expériences qu'on peut faire quand on est en vacances quelque part. Non seulement on doit la trouver, on doit la ressentir. Même nous d'ailleurs, quand on part dans une ville, etc., quand on part en vacances à l'intérieur du pays. On a envie de retrouver ça. C'est exactement ça. Voilà. On reste. Ça se passe bien les décodeurs là. Mindset gagnant jusqu'à 9h30. On va parler tout à l'heure. On va revenir sur ce mindset gagnant en entreprise juste après les infos de Morad Baba. Les décodeurs jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantique avec Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory. Ça va toujours ? Très bien. Bon, on a parlé de tourisme avec Saïd Tahiri, finalement, tout va bien. On va parler de mindset maintenant. Comment construire, ancrer, transformer ce mindset qui existe déjà, on l'a dit, dans tout le pays actuellement, en levier durable de performance collective en entreprise. Est-ce qu'on peut dire d'abord de quoi on parle ? Ça veut dire quoi, mindset, en fait ? C'est une excellente question. Il faut d'abord commencer par ça. Merci. Et en fait, tout simplement, mindset gagnant, c'est changer les histoires qu'on se raconte. Ouais. C'est très simple, mais c'est un processus complexe. Parce que quand on pense victoire, on pense stade, hymne, terrain, trophée, paillettes. Mais la vraie compétition, elle ne commence pas sur le terrain, elle commence dans la tête. Et en fait, quels que soient les moyens qu'on a, les conditions dans lesquelles on évolue, le vrai marqueur de différenciation, c'est l'état d'esprit. Ouais. Et d'où ce mindset gagnant. Ça commence par croire d'abord, vraiment, et je souligne, croire inconditionnellement en ses capacités à gagner. Et ça, en soi, c'est un travail immense, parce que c'est un travail qu'on fait sur soi. Et il n'y a pas plus difficile que le travail qu'on fait sur soi pour changer ses croyances, pour changer son attitude, travailler sur ses inquiétudes ou sur son manque de confiance en soi. Donc, neutraliser, ça commence par neutraliser les voies d'auto-sabotage. Et Dieu sait que nous, Marocains, on a plusieurs têtes qui parlent, plusieurs voix qui nous disent « oui, mais tu veux faire ça, mais
Ça va pas, pour qui tu te prends? Et ça rejoint totalement le discours de Walid Regragui, le coach national, Exactement, qui dit j'allais le on dire. travaille, on doit travailler sur notre estime de soi. Vous me prenez pour un arrogant, mais pas du tout. Je crois en nos capacités. Et c'est là le shift culturel qu'on a besoin d'entreprendre. Oui. Et c'est vraiment un point clé. Quand ça se situe à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, ces petites critiques, non, on ne peut pas faire ça, etc. Comment on fait? Parce que si vous êtes par exemple dans une entreprise, que vous discutez avec le boss, que le boss a cette volonté et cette capacité de dire on va gagner, quoi. Et puis si vous avez autour de lui, par exemple dans un COMEX, des gens qui pensent pas la même chose, on fait comment? On s'assoit, on discute et on cherche à s'aligner. Et on essaie de démonter un à un ces critiques, ces arguments, ces objections et démonter justement les voies de sabotage et les démons qui disent non, c'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours ce frein. Et puis finalement, est-ce que c'est pas un peu par facilité? Parce que c'est tellement plus facile de dire on peut pas et de ne jamais essayer. Oui, souvent c'est parce qu'on est aussi enfermé. Ce mindset, il est un peu façonné par sa propre éducation, par son parcours, par son expérience professionnelle, par son conditionnement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et justement, le grand challenge pour surmonter ces sabotages, c'est en fait de ne plus se baser sur un référentiel des accomplissements passés, mais sur une projection ambitieuse des champs des possibles. Et ça, c'est une ouverture vers de nouvelles possibilités, pas basée sur « mais on a toujours fait ça comme ça », on fait de notre mieux, mais non, c'est pas on fait de notre mieux, ça reflète surtout un manque de confiance et un manque de vision stratégique où on a la capacité justement de se transformer, de transcender les difficultés et d'émerger collectivement vers des succès et vers les victoires qu'on aura établies pour objectif. Est-ce que c'est déconnecté des résultats de l'entreprise ? Est-ce que on peut réfléchir à changer de mindset, par exemple, même si une entreprise marche bien ? C'est parce que on juge que le fonctionnement est un peu archaïque, parce que on a envie d'évoluer, etc. Alors, le changement de mindset, pour être tout à fait honnête, il vient avec du sang neuf. Oui. Souvent, c'est lié à un leadership nouveau qui arrive et qui a envie de faire bouger les lignes et de faire évoluer les choses. Donc, c'est vrai que c'est pas si une entreprise tourne, soit elle est dans un challenge nouveau, une difficulté réelle, où on est obligé de... Oui, alors là, on est un peu de regarder à l'intérieur. Voilà, au on pied est du mur. obligé de regarder à l'intérieur de soi et de se dire qu'est-ce qui va pas, comment on fait, et de là de se dire ok, très bien, ben, si on raisonne comme ça va pas le faire. Parce que chaque pensée va engendrer une émotion, cette émotion elle va engendrer une réalité, une façon de voir les choses, et c'est vers ça qu'on va se diriger. Parce que vous connaissez évidemment la formule, oui, ça marche comme ça, donc pourquoi on changerait Oui, voilà. c'est très courant. Et puis un jour, ça marche plus. Jusqu'à ce que ça marche plus. Oui, c'est ça. Alors là, c'est l'arrivée des compétences qui est importante, ou un changement dans l'entreprise, ou des nouveaux talents, entre guillemets. En fait, c'est toujours impulsé par une volonté, un sponsor, un dirigeant, un leader qui va venir, qui va établir que on ne peut plus continuer comme ça. Et que, en fait, cette façon de voir les choses et cette façon de les envisager, elle nous bloque, elle nous empêche. En fait, c'est des barrières, c'est des obstacles sur telle autre possibilité et tel autre axe de développement. Et à partir de là, il faut qu'il y ait un vrai travail de réflexion et de cadrage et de fédération des talents de cette entreprise pour pouvoir remettre les choses en place. Et puis, bien entendu, ça implique une conduite du changement et de la transformation, et c'est un projet collectif. Est-ce que cette idée de mindset gagnant, elle est maintenant dans l'ADN des nouveaux collaborateurs ? Encore une fois, ça dépend qu'est-ce qui est insufflé. La vertu vient d'en haut. Oui. Donc, si non, je veux dire, est-ce que vous rencontrez, vous, dans la génération Z ou dans celle d'avant, mais avec est-ce qu'il y a plus peut-être d'implication et de cette volonté, cette capacité de gagner Alors, en fait, il faut savoir que le talent, c'est est là, quoi. En fait, le talent, c'est la graine et la culture gagnante, c'est le terreau. Ouais. Donc, on ne va pas vouloir mettre un talent qui arrive avec toute la volonté de gagner. Si vous le plantez dans un terreau qui n'est pas du tout réceptif, qui n'a pas les minéraux de la gagne, ça ne va pas prendre. Donc, il y a un ensemble de facteurs à réunir.
C'est ça qui est important. Est-ce que l'échec, c'est important dans le... C'est très important. Ouais. Et Est-ce il que- faut est-ce que c'est arrêter de pas- le voir. Ouais. Il faut arrêter de le voir comme une fin en soi. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la culture de l'échec, le fail fast, c'est quelque chose sur lequel on rebondit. C'est juste des apprentissages, en fait. Un échec, on n'a pas réussi. On arrête de mettre autour de la notion d'échec la honte, le désespoir, le déshonneur ou l'absence de réussite. L'échec, ok, ça n'a pas fonctionné comme ça. L'échec, en fait, c'est de rester sur l'échec. Mais ça fait partie, c'est une étape du parcours du succès. Ouais. Alors souvent, c'est vrai que c'est un peu facile de dire ça parce que quand on est en situation d'échec, des fois c'est un peu compliqué, quoi. On n'a pas cette capacité-là à réfléchir et à voir devant. Alors, ça rejoint l'esprit, l'état d'esprit gagnant. Si on sait, un échec... Mais attendez, aujourd'hui, n'allons pas chercher des exemples très loin. Les milliardaires, GAFAM qui existent, combien d'entreprises ont-elles fait faillite avant que leur géant aujourd'hui international rayonne? Oui, on parle souvent des startups, etc. Oui. Ça fait partie, l'échec fait partie évidemment des risques. Et on parle de serial entrepreneurs. Pourquoi serial entrepreneurs? C'est pas parce que forcément ils ont une brochette d'entreprises qui ont tout de suite marché, mais parce qu'il y en a plein qui ont floppé avant que émerge celle qui a réussi. Exactement. Alors, quand on parle de ça, on parle aussi de notion de résilience, quoi. Il faut intégrer ça, cette notion de résilience, dans la culture des entreprises. Oui. Et des entrepreneurs, d'ailleurs. La résilience, c'est un must. Parce que, en fait, l'état d'esprit gagnant, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord, c'est un code de conduite. Et donc, la résilience en fait partie. Le mindset gagnant, c'est d'accepter la difficulté, les sacrifices, la discipline, les critiques, les haters, les saboteurs, l'ingratitude, la rançon de la gloire. C'est aussi croire en ses capacités, son heure de gloire, de revivre en boucle dans son imaginaire qu'on a déjà réussi, que c'est possible malgré tous ceux qui se moquent et nous cassent. Et c'est cette force intérieure qui va permettre à ce mindset gagnant de réussir. Et bien sûr, c'est du travail sur soi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est plus difficile. Donc, un mindset gagnant, c'est accepter un certain nombre de difficultés, c'est croire en ses capacités et en la victoire déjà, comme si on y était déjà. Parce que quand on y croit, on la lâche plus. Ça y est, elle est dans le viseur. Or, si on se dit, je sais pas si je vais y arriver... On connaît le goût de la victoire. Oui. Voilà, donc on apprécie ce goût-là. Oui. Bien sûr. Et c'est aussi renoncer. C'est un renoncement aussi, parce qu'il faut renoncer à vouloir être parfait, à vouloir réussir tout de suite, à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir faire l'unanimité. Et ça, il y a quand même une force de caractère qui est requise. Comment vous faites? Parce que vous, c'est votre métier. Alors, je le redis parce que la première fois que vous êtes venu dans les décodeurs, il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes présenté et je sais que vous avez touché à plein de postes dans les entreprises avant de créer la vôtre pour aider à la transformation des entreprises, du commercial, du RH, etc., etc. Comment on fait quand on arrive dans une entreprise? Il n'y a pas de PDF stéréotypé pour apprendre le mindset gagnant. Je suppose que c'est... Mais en fait, c'est vraiment un trait de caractère qui est transverse à l'entreprise, à la vie familiale, à la vie personnelle, à la vie professionnelle. C'est comme la vie, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Il faut avoir vraiment la gagne à l'intérieur. On va ne pas confondre avec la guigne. Mais c'est fou, hein, une lettre et hop. Oui. et je pense qu'il faut avoir cette naïveté d'y croire. Parce que souvent, quand on n'a pas encore des credentials, quand on n'a pas encore des réussites à raconter, personne ne prend au sérieux vraiment quelqu'un qui a cet esprit gagnant. Et donc vous avez une société entière qui est conditionnée pour casser celui qui a cet esprit gagnant. Donc il y a une force de résilience qui est requise, il y a une force de caractère et il y a une longueur de vue indestructible. Et pour ça, je pense que, comme je vous ai dit, c'est un travail immense. Comment vous détectez quand vous arrivez dans une entreprise, par exemple, je sais pas, vous participez à une réunion, etc. Comment vous détectez qu'il y a un problème justement qu'il faut réinculquer dans la tête des gens qui sont autour de la table ce côté gagner, quoi, l'idée de gagner?
Est-ce que ça se voit tout de suite? Ça se voit tout de suite à l'énergie qu'il y a autour de cette table. Soit vous avez de l'enthousiasme, soit vous avez un silence condescendant, soit vous avez je ne veux pas m'en mêler parce que je vais me faire taper sur les doigts. Ouais. Et donc c'est dans la communication, et surtout la communication non verbale, qu'on peut détecter ce genre de choses, qui parfois peuvent même passer sous le radar du leadership de l'entreprise Bien sûr, elle-même. ouais, tout à fait. Et donc là, comment vous faites après? Vous les rencontrez, Oui, chacun? c'est une prise de conscience, on en parle, et puis il faut que l'entreprise ait la volonté de vouloir adresser le sujet, soit par du coaching individuel, du mentorat, un projet collectif qui va porter le collectif, ou d'autres moyens, ou des quick wins. Ça va vraiment dépendre des contextes, des problématiques à adresser. Question, est-ce que le mindset positif comme ça, il peut devenir contre-productif si, par exemple, on nie, je sais pas moi, la fatigue, l'échec, les tensions internes est-ce qu'on doit déjà résoudre ces problèmes avant de parler de mindset gagnant? C'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. Vous avez une pyramide de Maslow. On pourrait aussi parler de pyramide de transformation. Si vous n'avez pas un minimum de sécurité, de bien-être et d'équilibre personnel, vous n'allez pas venir dire s'il y a des problèmes graves ou sous-jacents. Et il faut d'abord les adresser avant de vouloir aller chercher le nice to have qui est l'esprit et le mindset gagnant. Mais je voudrais quand même revenir sur cette notion qui est importante pour moi, c'est que quand on parle de mindset gagnant, on parle, oui, de construire un mindset gagnant, mais en fait, avant de construire ce mindset, il y a un certain nombre de choses à détruire. Ça passe d'abord par de la destruction. Et je parle de détruire 3 forteresses mentales qui sont invisibles, que ce soit dans les organisations ou dans la vie. D'abord, c'est la forteresse du complexe. Oui. Souvent, on pense que les autres sont meilleurs, qu'ils font mieux que nous. Il y a la forteresse du conditionnement. Donc, on a toujours fait comme ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a la forteresse de la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça, si je fais ça, si je sors du lot, si je sors de la norme? Et on a toujours fait ça comme ça. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué quand même. Hein. Bien entendu. Ouais, oui. Bien entendu. C'est compliqué d'arriver en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je pense que Walid Regragui pourra vous en dire un chapitre sur le sujet. Mais moi, j'étais vraiment très touchée par la vague, et indignée aussi par la vague d'ingratitude dont il a fait l'objet. Et ça fait partie du mindset gagnant. C'est d'assumer cette ingratitude-là. Assumer le fait d'être attaqué, assumer les haters, c'est la rançon de la gloire, mais en même temps le porter très haut. Et je suis vraiment interpellée, parce que je suis aussi une professionnelle de la communication, le nouveau mode de communication qu'il a réussi à établir, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, avec son franc-parler, tantôt offensif, tantôt défensif, mais surtout j'ai l'impression, et je vois, un corps à corps, c'est une relation intime entre le coach, l'équipe. Donc, le coach, il fait rempart à son équipe et il est tout à fait dans son rôle. Et les supporters. Et il a inventé une forme de communication qui est juste extraordinaire et qu'on peut même poser en brevet, quoi. Je veux dire. Oui, on peut modéliser même. Oui. Il est très actif quand il parle. C'est intéressant de l'observer. Par exemple, quand il parle, parce qu'il parle avec les tripes. Il parle comme ça, du tac au tac. Et je pense que les critiques l'ont marqué quand même. Hein, parce que je me souviens sa réaction le lendemain, par exemple. Il disait « Je pensais que c'était terminé ». Mais il a commencé sa phrase comme ça. Alors ça fait partie des résistances qu'on trouve au mindset gagnant. Les personnes qui sont très très loin dans leur degré de maturité à adopter cette résilience et cette force de caractère, et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper dessus sur le premier mindset gagnant qui va... Et puis lui, c'est le symbole de la gagne nationale. Mais en même temps, c'est très ingrat, et en même temps, c'est révélateur de tout le complexe profond et collectif dont la plupart des supporters ou de l'opinion publique peut révéler. Et c'est triste,
mais on reste positif et on focus sur la gagne, et c'est ce qu'il a fait. Et grâce à ça, on en est là aujourd'hui. Et il nous reste 4 minutes, tiens, on va faire un petit coup de débat express. Hein ? C'est parti ? Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Ah, débat express. Hein ? Vous allez vous exprimer sur l'actualité ? Avec plaisir. Hein ? Alors, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naëma Baniaya, a annoncé lundi dernier, donc à Rabat, le lancement prochain d'une campagne nationale de sensibilisation sur la participation politique des femmes, la lutte contre la discrimination et les stéréotypes dans le monde politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est bien de marteler ça, ou est-ce que c'est pas trop tard, hein ? Les élections, c'est bientôt. Il y a eu une loi qui est arrivée pour réformer les partis politiques, pour encourager les partis politiques à avoir plus de femmes dans leur bureau directeur, notamment. Est-ce que ça doit passer par une campagne ? Est-ce qu'il faut voir un spot à la télé ? C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Oui. Parce que quand bien même il y a cette prise de conscience, ok, je suis une femme, j'ai besoin de participer, mais est-ce qu'elle est outillée pour ? Oui. Autour d'une table, est-ce que vous savez comment les hommes coupent la parole aux femmes ? Oui. Comment vous savez comment ils dominent et comment ils regardent ? Est-ce qu'elle est justement, elle a cette force intérieure pour transcender, pour résister et pour amener vraiment sa contribution autour de cette table. Aux États-Unis, ils sont déjà très forts et très matures autour de ça par rapport à ce leadership politique ou non politique féminin. On dit ok, si vous n'êtes pas invité à la table, construisez la vôtre. Mais aujourd'hui, une campagne de communication, c'est bien. C'est une prise de conscience. Bon, déjà, elle est un peu en retard, mais il faut plus que ça. Il faut que ça vienne des partis politiques. Je ne pense pas. Bien entendu, ils ont un rôle à jouer, Ouais. mais pas uniquement. Ouais. Il y a une éducation civique qui ne doit pas arriver juste avant les élections, qui doit vraiment germer depuis l'école primaire et évoluer dans un cursus scolaire, académique, et aussi des associations qui doivent trouver leur vocation dans cette sensibilisation-là et dans le onboarding, l'embarquement des femmes à potentiel. Oui. Après, ça pose la question de l'engagement citoyen dans notre pays. Et les femmes, évidemment, sont concernées, mais il faut inciter les gens à faire de la politique au sens large. Mais Franck, quand je suis une femme parce qu'il y a un vrai qui débat n'a jamais été sollicitée, démocratique ici. et qui n'a jamais été sollicitée, et on vient me dire du jour au lendemain, la veille des élections, viens participer aux élections, mais qu'est-ce que je vais me dire ? Je vais me dire, mais à quoi ça sert ? C'est bien pour ça que je vous ai fait réagir là-dessus. J'ai encore 1 minute. Vous avez suivi ce qui se passe au Groenland ? Oui. En ce moment, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donald Trump qui veut absolument annexer le Groenland et qui trouve des alliés au Groenland pour éventuellement discuter. Oui, voilà, parce que les Groenlandais sont finalement assez peu, et le calcul est vite fait, quoi. Y compris financier. Mon opinion personnelle, et qui est beaucoup plus large que le sujet du Groenland lui-même, c'est où va la prédominance du droit international dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça le vrai sujet. On peut avoir des partis hégémonistes qui, pour des raisons géostratégiques, légitimes ou pas légitimes, veulent s'étendre, veulent trouver des accords, mais si on le fait en dehors du cadre du droit international, ça peut glisser vers des conflits interminables et qui veulent en fait redéfinir un nouvel ordre mondial. Oui. Et c'est ça qui est inquiétant. Et rappelons en plus que les traités existent entre les États-Unis et le Groenland, et que les États-Unis peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent au Groenland. Donc voilà. Autant on peut discuter longuement sur le Venezuela et l'arrestation de Nicolas Maduro, mais le Groenland n'a pas fait grand-chose contre les États-Unis. Merci Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory. Merci Factory Winners Factory. Winners Factory, voilà, c'est ça. À très très bientôt dans les décodeurs sur Atlantic. Dans quelques secondes, Karim Dronet. Atlantic Radio. La matinale jusqu'à 10h. Musique, info,